Marouane Mohamed, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour Algérienne News 24. Comment ça va? Ça va très bien. Ça Super. Va très bien. Marouane, j'ai envie de vous demander comment est-ce que est le climat en France face à l'islamophobie? Il y a des choses très tendues qui se passent aujourd'hui en France. Il y a un certain nombre de fractures identitaires où les gens sont montés les uns contre les autres en fonction de là où ils habitent, en fonction de leur origine, en fonction de leur religion. Et il y a des hommes et des femmes politiques qui instrumentalisent ces différences-là pour en faire des problèmes. Et ils pensent qu'en montant les gens les uns contre les autres, ça va leur donner plus de visibilité et plus de chances d'être élus. Et ça alimente des formes d'intolérance et des formes de racisme contemporain. L'islamophobie, elle en est juste une manifestation. Donc les effets, ils sont délétères, ils sont destructeurs sur ce qui rassemble les gens ensemble, mais aussi ça crée des situations d'opportunité où, pour la première fois depuis longtemps, les gens se lèvent face à l'injustice. Donc quand il y a des bavures policières, on appelle plus ça des bavures, on appelle ça des violences policières. Les gens se mobilisent, les familles sont conscientes que si elles n'élèvent pas la voix, si elles ne sont pas soutenues et entourées, eh bien on ne va pas pouvoir obtenir des enquêtes approfondies, indépendantes, intègres pour faire toute la vérité des faits. Ça c'est important. Sur le traitement des migrants, sur le traitement des réfugiés, sur le traitement des Roms, sur le traitement des Noirs, sur le traitement des musulmans, les choses sont en train d'évoluer à mesure que les premiers concernés s'organisent, se mobilisent et parlent pour eux-mêmes. Donc c'est une situation contrastée. À la fois, il n'y a jamais eu autant d'actes de racisme et jamais eu autant de divisions politiques dans l'espace français. Et en même temps, jamais les populations visées par les racismes n'ont été aussi conscientes de ce qui se passe, aussi mobilisées et aussi déterminées pour faire valoir leurs droits. Et c'est pour ça qu'une association comme le CCIF elle peut revendiquer aujourd'hui des centaines de milliers de soutiens dans le pays et près de 15 000 adhérents. Alors justement, puisque vous me parlez du CCIF, parlons-en. Vous êtes à la tête du collectif contre l'islamophobie en France, un organe qui a quand même remis de l'ordre dans certaines affaires. Et d'ailleurs, bravo, on vous félicite pour ça. Est-ce que vous pouvez nous donner votre avis sur la difficulté de cet organe à être reconnu par certaines instances? Ce n'est pas le cas, par exemple, du tribunal d'Orléans qui semble avoir des problèmes avec vous. Alors, moi je termine ma mission au CCIF. Donc j'ai été membre du CCIF pendant 7 ans, j'ai été directeur de l'association pendant 2 ans, donc je peux dresser un bilan de ces années et des avancées qui ont été faites. D'abord, le CCIF c'est une réussite collective. C'est pas la réussite d'une personne, c'est la réussite de l'ensemble d'une démarche de milliers de personnes qui se sont mobilisées, de centaines de bénévoles et de dizaines de personnes qui maintenant travaillent au quotidien au CCIF. Et si l'association, près de 15 ans après sa création, a une telle place, et l'association antiraciste la plus importante, la plus grosse, la plus efficace du contexte dans lequel on opère, c'est parce que mes collègues et les gens qui ont fondé le CCIF, ils se sont concentrés sur une idée simple. On va aider les gens, on va fournir un travail qui leur est utile, on va tenir une parole juste, droite et digne, indépendante, et ça va obtenir des résultats. Et Dieu merci, 14-15 années après sa création, ces résultats, ils sont là. Alors bien entendu, il va y avoir une reconnaissance qui va être mitigée et différente en fonction du contexte. Le CCIF, c'est une association qui est plébiscitée par les premiers concernés, les musulmans, les musulmanes, les gens qui habitent dans des quartiers populaires, les gens qui sont visés par des formes de racisme au quotidien. C'est une association qui est reconnue au niveau international, qui a l'agrément spécial pour être membre consultatif auprès de l'ONU. C'est une association qui travaille en partenariat avec la plupart des organisations internationales, que ce soit l'Agence des droits fondamentaux, l'OSCE, le Conseil de l'Europe ou autres. C'est une association qui a des très bonnes relations avec la plupart des institutions de défense des droits humains en France. Je pense à la Commission nationale consultative des droits de l'homme, à l'Observatoire de la laïcité ou aux défenseurs des droits. Mais par contre, c'est une association qui va être critiquée, qui va être visée, qui va essayer d'être diabolisée par des groupes qui bénéficient de l'islamophobie. Donc tous les gens qui font partie de la droite dure, de l'extrême droite, ou des courants du type valsiste,
qui ont instrumentalisé le discours d'extrême droite, qui ont dévoyé la laïcité pour en faire des outils d'exclusion des musulmans, eux ils vont voir le CCIF comme l'ennemi public numéro un, parce que le CCIF remet en cause leurs privilèges, remet en cause leur façon d'exclure des millions de personnes parce qu'elles sont musulmanes. Et parce qu'on est dans le dur de la bataille, parce qu'on est en situation de gagner, on est en situation de faire valoir nos droits, on est en situation de faire avancer nos luttes pour le respect des libertés de toutes et de tous, alors ça vient choquer leurs privilèges et c'est pour ça qu'ils réagissent de manière très émotionnelle, par tous les moyens qu'ils ont à leur disposition. Par voie médiatique, en calomniant le CCIF ou en nous diffamant, par voie politique en essayant d'utiliser les coulisses du pouvoir pour nous bloquer l'accès à telle salle ou à tel événement. Et puis ça se retrouve parfois, y compris dans les tribunaux, où on va avoir droit à des jugements ou à des situations dans les tribunaux qui sont surréalistes. Pendant l'état d'urgence, il y a des gens qui ont dû démontrer qu'ils étaient des mauvais musulmans, entre guillemets, qui boivent de l'alcool, qui fréquentent des boîtes de nuit ou des choses comme ça, pour montrer aux juges qu'au bout du compte, ils ne sont pas dangereux et qu'ils sont accusés à tort de radicalisation. Et ça, c'est pas un exercice serein du droit, puisque le simple fait d'être musulman, voire même de pratiquer des gestes cultuels de l'islam, pas quelque chose de criminel en soi. Donc on voit encore une fois une situation contrastée. Oui, des fois il y a de la tension, mais c'est précisément parce qu'on est en train de faire bouger les lignes, et c'est parce que le CCIF est efficace et en situation d'obtenir des résultats que la sombre bête a des derniers soubresauts à travers ce racisme qui s'exprime sur le terrain. Alors, pourquoi est-ce que les musulmans de France n'arrivent pas à s'organiser? Comment faire pour qu'ils puissent s'organiser? Cette phrase, elle revient souvent. Les musulmans de France ne sont pas organisés, les musulmans de France sont divisés, les musulmans D'abord, il faut se demander est-ce que c'est vrai? C'est pas quelque chose qui va de soi du tout qu'il existe une communauté univoque musulmane en France. Il y a d'abord eu une assignation, d'abord eu un discours qui disait « vous les musulmans », qui a précédé le fait que des musulmans se disent « nous les musulmans ». C'est pas inné, c'est pas spontané que les gens réfléchissent en musulmans, non musulmans. Ils se rencontrent en humanité d'abord, ils grandissent ensemble à l'école, dans leur quartier, dans leur entreprise. Donc c'est pas naturel de se dire « il y a eux et il y a nous ». Maintenant, la deuxième caractéristique de cette communauté et de ces communautés musulmanes, c'est leur immense diversité. La diversité d'origine, énormément de personnes qui viennent du Maghreb, mais pas uniquement. Donc il y a Moyen-Orient, il y a Turquie, il y a Afrique subsaharienne, il y a Asie, il y a aussi beaucoup de convertis maintenant en France. Donc c'est d'abord une communauté de diversité, d'origine, de parcours, y compris au sein des opinions politiques et religieuses, au sein même des communautés musulmanes. Donc comment est-ce qu'une communauté de 4,5 millions, voire 5 ou 6 millions de personnes selon les estimations, va avoir une opinion qui va être la même et une stratégie qui va être la même pour faire face à des problèmes qui ne le sont pas les mêmes. D'accord? Donc ça c'est la première chose. Ensuite, il faut réaliser que lorsque les gens s'organisent et se mobilisent correctement, il y a du résultat. Le CCIF c'est un exemple sur la question de l'islamophobie, mais c'est pas le seul. D'abord, le CCIF ne voit pas les choses en musulmans, non musulmans, donc tous les gens qui pensent que l'islamophobie c'est un problème rejoignent le CCIF sans qu'on leur demande leur religion ou leur opinion politique. Mais tout le monde est conscient que la parole des premiers et des premières concernés doit être au centre de la discussion. Et même chose sur, par exemple, le contrôle de l'abattage rituel avec une association comme AVS, même chose sur les questions de financement à éthique et à spiritualité musulmane, sur toutes ces questions de financement immobilière, de prêt à la consommation ou autre. Il y a une association qui s'appelle Edim et qui a fait un super boulot depuis le début des années 2000. Même chose pour l'organisation du pèlerinage. Il y a 3 ou 4 associations maintenant qui travaillent très dur, que ce soit à Stein ou que ce soit à Vignoux, pour pouvoir faciliter, organiser le pèlerinage de manière décente sans que les gens se fassent arnaquer et ainsi de suite. Donc on voit que dès que les gens s'organisent correctement, ont un travail de concertation, implique les hommes et les femmes, les personnes âgées et les plus jeunes, les gens de toute origine et de toute appartenance qui s'intéressent à ces questions-là qui concernent en premier lieu les musulmanes et les musulmans, il y a des résultats. Donc moi je suis beaucoup plus optimiste que ça, mais je réalise aussi que les musulmanes et les musulmans sont réceptifs
à l'image qui est donnée d'eux dans les médias. Ils sont des téléspectateurs comme les autres. Et donc si on dit à longueur d'année que les musulmans sont un problème, ils ne savent pas s'organiser, ils ont du mal, ils ne sont pas sérieux, ils sont un peu dilettantes et ainsi de suite, eux ils reçoivent ce discours et ils disent « Ah ben si tout le monde dit qu'on est comme ça, peut-être que c'est la réalité ». Ça ne l'est tout simplement pas. C'est des musulmans qui sont parmi les ouvriers, parmi les médecins, parmi les architectes, parmi les policiers, parmi les juges, parmi les enseignants de notre pays. Ils font fonctionner ce pays comme leurs autres concitoyens. Donc je suis beaucoup plus optimiste que ça. Alors justement, vous avez sorti un livre récemment, Nous aussi sommes l'animation, un très bon livre d'ailleurs, où vous faites l'état des lieux et surtout vous parlez de l'évolution de la société française. Alors vous y présentez des inquiétudes, mais de l'espoir aussi. D'ailleurs, il y a quelque chose qui nous a fait quand même rire dans ce livre, c'est que vous dites que lorsque certains médias et certains politiques entendent le mot islamophobie, ils ont des crises d'urticaire. Alors, comment sortir de ce piège finalement ? Il faut relever déjà le fait qu'il y a des élites qui sont en état de choc, tout simplement. Il y a un extrémiste de droite qui le disait à sa manière quand il nous disait « Jamais des Arabes nous ont fait ça ». Il faut entendre ce sentiment, il faut entendre cette fragilité et cette détresse de certaines élites, y compris qu'elles se revendiquent ou non de droite ou d'extrême droite, qui nous dit au bout du compte on n'accepte pas que des gens qu'on a dominés, qu'on a essayé de contrôler pendant des générations, relèvent la tête aujourd'hui et nous expliquent de quoi ils sont la cible et comment il faut s'organiser pour lutter contre ça. Donc quand on utilise le concept d'islamophobie, avant même d'étudier sereinement la validité sémantique, sociologique, historique ou juridique du terme, eux ils se disent « Attends, c'est pas des Arabes et des Noirs qui vont nous expliquer comment on parle français. » Si vous êtes encore accroché à vos Minitel et que vous comptez encore en ancien franc, peut-être qu'on va vous montrer qu'on est en 2017 et qu'il est terminé le temps où vous pouviez dicter les termes du débat, dominer les gens, les diaboliser, les exclure, sans même que ces personnes-là aient droit à une voix propre et voix au chapitre dans des choses qui concernent leur vie d'abord et avant tout. Donc, moi, c'est comme ça que je vois une grande partie des réticences s'agissant du concept d'islamophobie, d'autant plus qu'ils sont très rigoureux, ils vont devenir soudainement des experts en sémantique et ils vont parler araméen pour essayer de déconstruire le concept d'islamophobie, et ils y échouent systématiquement, mais par contre ils sont tout de suite créatifs dès qu'il faut inventer des islamo-gauchistes, des islamo-fascistes, des islamo-braqueurs, des laïcophobes et ainsi de suite. Ils passent leur journée à inventer des néologismes qui ne veulent rien dire lorsque ça sert leurs intérêts politiques, mais dès lors que des gens s'organisent et choisissent les termes du débat qu'ils ont envie de mener et de tenir, là tout de suite ça crée un choc dans ces élites. Donc moi je suis très serein par rapport à ça. Je suis pas rigide sur les questions sémantiques maintenant que le concept est posé et mis présent. Je pense qu'il faut s'adapter, il faut s'attacher maintenant à lutter contre le phénomène plutôt que de rester dans des querelles sémantiques. Alors, quel message est-ce que vous auriez pour la jeunesse française de confession musulmane, par exemple ? Quel est le message que vous pourriez leur donner ? Moi, j'ai le même message pour toutes les jeunesses, qu'elles soient à Alger, à Rabat, au Caire, à Paris, à Tombouctou ou ailleurs. C'est un message de fierté, un message de dignité, un message d'espoir, un message de détermination. Je passe mon temps à voyager à travers le monde et à voyager à travers le pays, à voir des situations de détresse, mais aussi des situations de réussite, à rencontrer des gens qui ont beaucoup plus d'expérience. Parfois, certains ils sont plus jeunes que moi et ils ont 40, 50, 60 ans de vécu tellement ils ont traversé de situations différentes. Et au fur et à mesure, j'ai essayé de comprendre qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui rate dans la vie. J'ai vu des gens qui étaient en bas de l'échelle sociale et qui ont réussi des choses incroyables. J'ai vu des gens qui avaient tout pour réussir et qui ont gâché leur talent et qui ont gâché les avantages dont ils disposaient. J'ai vu des gens qui ont passé leur vie entière à la perdre en calomniant les autres et en essayant de se retrouver dans le regard des autres. J'ai vu des gens qui cherchaient la célébrité au point où ils se sont brûlés les ailes. Donc qu'est-ce qui marche et c'est quoi les conseils que j'aurais aimé qu'on me donne moi quand j'avais 15 ans, quand j'avais 20 ans, quand j'avais 25 ans? Le conseil que j'aurais aimé qu'on me donne, c'est d'avoir des rêves et de faire de ces rêves des projets. Et d'être convaincu, d'avoir la certitude qu'au bout du compte, si la porte n'est pas fermée, il n'y a pas un être humain sur cette terre qui va nous empêcher de la franchir. Il n'y a rien
qui nous empêche de réaliser ces projets, pour peu qu'on ait la détermination et qu'on se donne les moyens de l'accomplir. Et c'est pas un speech de self-confidence ou de coaching à l'américaine. Ça, je m'en fiche complètement, je balaye ça d'un revers de la main. Mais je vois que trop souvent, on n'est pas exigeant envers soi-même et on ne fait pas l'effort de se servir des ressources qu'on a à disposition. On dit qu'on est d'une génération où nos parents n'avaient pas nécessairement accès à la lecture ou aux études. Moi, j'ai eu cette chance-là, que mes parents avaient accès aux études et ils m'ont accompagné dans tout mon parcours. Mais mon épouse, elle n'a pas eu cette chance, et pourtant ses parents, lorsqu'il s'agissait de prodiguer des conseils, même s'ils ne savaient pas lire, ils savaient comment le faire. On a des tontons, des tatas, qui sont des mémoires humaines de ce qu'est l'histoire de nos familles, de ce qu'est l'histoire de nos populations. Pourtant, rarement on s'écoute pour dire, bah tiens, raconte-moi comment c'était. J'ai lu ce qu'il y a dans le livre d'histoire, mais j'ai envie que tu me racontes ton histoire. Donc ces trésors de l'humanité, on les a encore parce qu'ils sont encore vivants pour quelques années, mais un jour on les aura plus, et cette bibliothèque vivante, on l'aura perdue. On n'a pas les moyens d'acheter des livres à la maison? Super, une carte de bibliothèque dans la plupart des mairies c'est gratuit et on a accès à des encyclopédies entières. Cette machine à apprendre, cette machine à comprendre, cette machine à raisonner, cette machine à essayer de changer le monde dans lequel on vit, il est bien temps qu'elle se rallie et qu'elle se mette en œuvre. Et si ça ne se passe pas auprès de notre jeunesse, ça va se passer auprès de qui? Si les premières et les premiers concernés n'ont pas l'espoir de changer leur vie et de l'améliorer, qui va le faire? Il n'y a pas une élite politique qui va venir changer ça. Si nous, on ne la change pas de nous. Donc c'est ça le message que j'aurais pour des personnes un peu plus jeunes que moi, d'avoir des espoirs et de les réaliser et de laisser personne entraver ce chemin-là si ça agit dans le bien et si ça va dans le sens de l'utilité collective. On a bien compris. Merci beaucoup Marouane Mohamed.